Des centaines de vaisseaux spatiaux décollent de la surface de la Terre et se dirigent vers Mars. Avance rapide de 7 mois, et cette flotte spatiale est toute proche de la planète rouge. Bientôt, ils vont tous atterrir, et quelques milliers d'êtres humains deviendront les premiers citoyens de Mars. Peut-être ne retourneront-ils jamais sur leur planète natale, parce qu'il y aura ici absolument toutes les conditions pour une vie confortable. Il faut du temps et de nombreuses expéditions pour créer une colonie autosuffisante sur Mars. Voici comment, étape par étape, les gens pourraient y construire une ville à part entière, avec des usines, des hôpitaux, des logements et même des bars et des restaurants. Tout d'abord, il faut choisir le bon moment pour lancer la fusée. Une fenêtre de lancement s'ouvre une fois tous les 780 jours, lorsque la distance entre la Terre et Mars est la plus courte. Dans ce cas, le voyage prendra environ 6 à 7 mois. Passons à la rampe de lancement. Ici, nous voyons le vaisseau spatial relié à une fusée d'appoint. Allumage des moteurs. La fusée envoie le vaisseau spatial dans les airs. Elle se désarime ensuite et retombe sur la Terre. Au même moment, les moteurs du vaisseau spatial se mettent en route et le propulsent vers l'orbite de stationnement de la Terre. Pour effectuer cette ascension, le vaisseau a utilisé presque tout son carburant et doit maintenant être ravitaillé. Pour ce faire, nous utilisons à nouveau notre fusée. Une énorme grue accroche un autre vaisseau spatial à la fusée. Il y a d'énormes réservoirs de carburant à l'intérieur de ce deuxième vaisseau. La fusée décolle de la Terre et emmène le ravitailleur en orbite. Il s'arrime au premier vaisseau spatial et le remplit de carburant. Le voyage dans l'espace peut nécessiter un total de 5 ravitaillements de ce type. Et pour la première mission visant à construire une colonie sur Mars, nous avons besoin de 5 vaisseaux spatiaux principaux. Cela fait donc environ 25 lancements depuis la Terre. Si l'on considère que la fusée coûte 230 millions de dollars, le ravitailleur 130 millions de dollars et le vaisseau lui-même 200 millions de dollars, le prix de la mission à ce stade est déjà impressionnant. Donc, allumage, avance rapide dans le temps et les 5 premiers vaisseaux descendent vers la surface de Mars. Ces vaisseaux n'ont pas amené les premiers humains. Ils ne transportent que des charges utiles, comme des réserves de nourriture et d'eau, de l'oxygène pour respirer et des fournitures médicales. Il y a aussi les premiers modules de vie, des systèmes de gestion des déchets et un grand nombre de panneaux solaires pour produire de l'électricité. Avant d'atterrir, l'un des vaisseaux lance un système de satellites en orbite. Il assurera la communication sur la planète rouge. Les robots commencent leur travail sur Mars. D'abord, tout un tas de petits rovers s'alignent et déplient des panneaux solaires. Leur surface totale atteint la taille de 7 terrains de football. Ils sont beaucoup moins efficaces sur Mars que sur Terre. Les fréquentes tempêtes de sable recouvrent la surface des panneaux. Mais en même temps, les vents forts de la planète rouge aident aussi à balayer tout ce sable. D'autres rovers, équipés de puissantes foreuses, commencent à chercher de l'eau dans le sol martien. Lorsqu'ils trouvent de l'eau, les gens commenceront à produire du carburant. Nous combinerons le dioxyde de carbone de l'atmosphère avec l'eau extraite à une température élevée et sous haute pression. Cela permettra d'obtenir du méthane pour les fusées et de l'oxygène pour respirer. Depuis février 2021, le rover Perseverance de Mars teste la technologie d'extraction de l'oxygène. Il y a un boîtier à l'intérieur baptisé MOXIE pour Mars Oxygen ISRU Experiment. Ce dispositif aspire l'air martien à l'intérieur, puis, sous haute pression, extrait un atome d'oxygène du dioxyde de carbone. Un tel appareil, de la taille d'une boîte à chaussures, peut fournir suffisamment d'oxygène pour qu'un astronaute puisse respirer. Mais si l'on construit le même mécanisme de la taille d'une grande usine, il produira de l'oxygène pour une colonie entière et rejettera le reste dans l'atmosphère de Mars. Un autre groupe de rovers travaille à transformer la surface de Mars en zone d'atterrissage pour préparer la prochaine étape de colonisation de la planète rouge. À ce moment-là, la population robotique de Mars travaille à ces tâches depuis 2 ans et 2 mois, et les humains sur Terre ont attendu qu'une nouvelle fenêtre de vol s'ouvre. Cette fois, ce ne sont pas 5, mais 12 vaisseaux spatiaux qui arrivent sur Mars. 10 d'entre eux sont des vaisseaux cargo qui apportent des matériaux de construction, du carburant et d'autres fournitures, ainsi que beaucoup d'équipements scientifiques et des imprimantes 3D. 2 autres vaisseaux transportent les premiers astronautes interplanétaires. Les portes des vaisseaux s'ouvrent et 30 héros posent le pied sur la surface de Mars pour la première fois de l'histoire. Ces personnes sont des scientifiques, des ingénieurs et des médecins. Ils ont subi un processus de sélection très strict et un long entraînement pour devenir les premières personnes à fouler une autre planète. Et ces personnes n'ont pas de billet de retour. Ils devront rester sur Mars pendant au moins 2 ans. Pour l'instant, les astronautes vivent encore dans leur vaisseau spatial et essaient de s'habituer aux conditions inhabituelles de Mars. La température ici est d'environ -62 degrés Celsius.
De plus, la gravité sur Mars est 2,5 fois plus faible que sur notre planète natale. Cela signifie qu'une personne ici peut sauter 2 fois plus haut et soulever des objets plus lourds. Mais les muscles du corps humain ont du mal à s'habituer à une telle différence. Les astronautes ne peuvent donc pas travailler à plein temps. La première chose qu'ils font est de décharger les cargos et de déployer les systèmes de survie. Certaines personnes expérimentent la transformation du sol martien en matériaux pour les imprimantes 3D. D'autres installent des serres et cultivent le sol pour faire pousser des plantes. Le système de recyclage des déchets humains que les robots ont apporté ici est utilisé pour fabriquer des engrais pour les plantes. Encore 2 ans et 2 mois ont passé. Nous assistons au lancement d'un vaisseau spatial, non pas depuis la Terre, mais depuis Mars. Les 30 astronautes ont terminé leur mission et sont sur le chemin du retour. Il est plus facile pour les vaisseaux spatiaux de décoller de Mars car la force gravitationnelle y est moins conséquente. Au même moment, des vaisseaux sont lancés depuis la Terre. Ils amènent près de 100 nouveaux colons et encore plus de fournitures sur Mars. Lorsque cette flotte spatiale arrive sur la planète rouge, les astronautes peuvent goûter les premiers aliments cultivés ici. Les imprimantes 3D commencent à construire des maisons sur Mars. Elles impriment des enveloppes extérieures à partir du sol martien et de déchets végétaux. Ces coquilles protégeront les habitations des radiations solaires et des vents violents. À l'intérieur des coquilles, les gens construiront des maisons permanentes, gonflables et équipées de modules apportés directement depuis les vaisseaux spatiaux. Ces maisons ont des plateformes d'habitation, des plateformes de recherche et des centres de communication. La construction se poursuit pendant 2 ans encore, jusqu'à ce que la prochaine fenêtre de vol s'ouvre à nouveau. Certains astronautes quittent Mars, mais de plus en plus de personnes viennent ici à chaque nouvelle mission. Ils ne vivent plus à bord des vaisseaux spatiaux. Il y a des maisons souterraines confortables et des abris imprimés en 3D. La plupart des aliments sont déjà produits sur Mars. Une nouvelle génération de robots travaille avec les agriculteurs. D'autres robots aident à construire encore plus de maisons pour accueillir la population humaine toujours plus nombreuse. Encore 2 années se sont écoulées. Diverses agences spatiales lancent leur mission vers Mars. Il y a plus de gens, plus de matériel scientifique et même des aquariums avec des poissons. En 2035, Mars et la Terre sont à une distance record. Les gens envoient donc une énorme flotte de vaisseaux avec des astronautes et des matériaux de construction. À ce moment-là, la colonie humaine ressemble à une petite ville, avec de nombreux dômes interconnectés. Ses habitants ont déjà commencé à construire un réseau souterrain de tunnels pour se déplacer entre les maisons, les laboratoires et les usines. Ils ont également construit le premier hôpital. 2 ans plus tard, la population de Mars atteint la barre des 1500 habitants. Presque toutes ces personnes deviendront des résidents permanents de la planète. 4 ans et 2 autres fenêtres de lancement plus tard, le premier restaurant ouvre ses portes. La construction d'une centrale nucléaire commence également. Une fois qu'elle sera terminée, les Martiens n'auront plus besoin d'un approvisionnement constant depuis la Terre. D'en haut, la colonie ressemble à une petite ville. Il y a une section agricole où l'on cultive de la nourriture, une section d'habitation et une zone industrielle. Et à chaque nouvelle mission, les gens apportent de plus en plus de panneaux solaires. Désormais, leur surface totale équivaut à des dizaines de terrains de football. Tout cela permet aux astronautes de se sentir comme chez eux. De plus, ils n'ont pas besoin d'attendre les réserves de nourriture de la Terre. 20 ans de colonie humaine sur Mars. La population est maintenant d'environ 30 000 personnes. Les travailleurs commencent à faire venir leurs familles sur Mars. Les premières écoles sont construites. 30 ans plus tard, la population compte déjà plus de 100 000 habitants. L'infrastructure de la colonie lui permet d'être complètement autosuffisante. Les gens produisent suffisamment de nourriture, obtiennent suffisamment de carburant et d'oxygène. À ce moment-là, les premières plantes commencent à pousser dans le sol martien. Il y a de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, les arbres plantés dans les serres y contribuent. L'effet de serre dû à toute l'activité humaine contribue à réchauffer la surface de Mars, ne serait-ce qu'un peu. Les gens doivent encore porter des combinaisons spatiales lorsqu'ils vont à l'extérieur. Il faudra encore de nombreuses années avant que les gens puissent respirer sur Mars comme ils le font sur Terre. Petit à petit, des rivières et des lacs apparaîtront. Des plantes vertes couvriront la plupart des terres. Et alors, les habitants de Mars pourront sortir sans masque à oxygène et considérer la planète rouge, désormais verte, comme leur maison. Il te regarde fixement et tu le regardes en retour. Un œil géant qui semble t'attirer dans l'abîme. Tu le survoles à bord de ton vaisseau spatial. Mais aussi effrayé que tu puisses être, il te faut quand même faire ton travail.
Tu diriges donc ton vaisseau vers la surface de la planète rouge. Et oui, c'est là que tu te trouves, à survoler Mars. Mais chaque chose en son temps. Tu prends un moment pour te rappeler tout ce que tu sais au sujet de la 4e planète la plus proche du Soleil. C'est la dernière des planètes intérieures. Ce sont ces planètes qui se trouvent dans le périmètre de la ceinture d'astéroïdes. On les appelle aussi des planètes telluriques, car elles sont composées de roches et de métaux. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Elle contient 95% de dioxyde de carbone et à peine 1% d'oxygène. En d'autres termes, n'envisage même pas de retirer ton casque. De toute façon, il n'y a pas de temps à perdre. Tu atterris à la surface de la planète et tu te retrouves au beau milieu d'un monde rouge brunâtre. Heureusement que tu portes une combinaison spatiale. L'endroit est glacial. Le thermomètre cousu dans la manche de ta combinaison indique moins 62 degrés Celsius. Il est temps de faire ton premier pas sur la surface martienne. La planète a l'air assez colorée. Et la teinte d'une zone spécifique dépend des minéraux qui composent son terrain. Le sol sous tes pieds est couvert d'une fine poussière. Elle ressemble à de la rouille. La même poussière orangée se trouve en suspension dans l'air. Heureusement que tu as ta propre réserve d'oxygène et que tu n'as pas besoin de respirer l'air martien. Cette couche de poussière qui recouvre la surface de Mars peut avoir une épaisseur de 2 à 12 mètres. Tu croises les doigts en espérant ne pas être avalé par les sables mouvants martiens. Tu commences à marcher et tu te sens très léger. Mars ne représente que 15% du volume de notre planète et à peine 11% de la masse terrestre. Cela signifie que la gravité est beaucoup plus faible ici. Cette attraction ne représente que 38% de celle qui règne à la surface de la Terre. Tu fais de petits sauts, puis tu essayes de courir sur plusieurs centaines de mètres. Tu n'as même pas transpiré une goutte. Ce qui rend l'exploration à pied plus difficile, c'est que la surface de la planète est très accidentée, couverte de cratères et de volcans, d'anciens lits de lacs asséchés et de canyons. Tu vois quelque chose d'énorme qui se dresse à l'horizon. Mais tu essayes de réprimer ta curiosité. Tu auras suffisamment de temps pour découvrir de quoi il s'agit plus tard. Soudain, un nuage massif apparaît au loin. On dirait qu'un énorme troupeau s'approche de toi au galop. En réalité, tu ferais mieux de remonter à bord de ton vaisseau et de t'envoler aussi vite que possible. C'est l'une des fameuses tempêtes de poussière martienne. Elles se produisent principalement pendant l'été dans l'hémisphère sud de la planète rouge. Et elles peuvent parfois recouvrir la planète entière. On peut même apercevoir les plus grandes d'entre elles depuis la Terre. Tu sautes dans ton vaisseau et tu mets le cap sur l'œil qui t'avait tant effrayé. Des canaux sinueux, qui ressemblent à des veines, traversent ce globe oculaire. Mais plus tu t'approches, moins cela ressemble vraiment à un œil. Bientôt, tu réalises que c'est un cratère. Il est gigantesque, près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui semble même avoir une pupille, se trouvent d'autres cratères encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer les multiples assauts de roches venues de l'espace. Mais pourquoi ce cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau martienne se trouvait dans l'énorme fosse. Et tu te souviens de ces canaux? Ce sont eux qui transportaient probablement cette eau. Comme le cratère était rempli d'eau, cela a empêché certaines substances et certains minéraux de s'éroder. Maintenant, tu te souviens de cette chose imposante à l'horizon? Il est temps d'aller l'explorer. Quand tu t'en approches, tu réalises qu'il s'agit du plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il fait plus de 595 km de diamètre, ce qui est presque la même taille que l'État d'Arizona. Tu inclines la tête. Waouh, la montagne fait 25 km d'altitude. Elle est aussi entourée de falaises de 6 km de haut. Faisons quelques comparaisons pour mieux visualiser la taille de ce volcan. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, qui s'élève à environ 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'étend sur 120 km. Cela semble impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait avaler toute la chaîne des îles hawaïennes, de Kauai à Hawaï. Mais pourquoi ce volcan est-il si grand? Cela pourrait être le résultat d'une gravité plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait venir de la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Elle est statique. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds regorgeants de lave, de nouveaux volcans se forment et ceux qui existaient déjà s'éteignent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreuses débouchées. Mais sur Mars, la croûte n'est pas scindée en plaques similaires à celles de la Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un seul très grand volcan. Alors, pourquoi ne pas regarder cette énorme montagne de plus près?
Mais à peine es-tu descendu de ton vaisseau que le sol martien sous tes pieds se met à trembler. C'est un tremblement de Mars. Mais comment cela peut-il se produire si Mars n'a pas de plaque tectonique active en mouvement ? Les spécialistes de la NASA sont convaincus que ces tremblements se produisent lorsque l'énergie à l'intérieur de la planète est soudainement libérée. Cela entraîne des fractures de la roche et des fissures dans la croûte de la planète. Une autre secousse puissante et l'une de ces crevasses s'ouvre juste à côté de toi. Tu tombes au sol, trop terrifié pour bouger. Mais bientôt, tout se calme. Tu attends quelques minutes, juste pour être sûr, et tu te lèves. Oh, regarde! Voici une occasion parfaite d'explorer les entrailles de la planète rouge. La fissure est suffisamment grande pour y envoyer un robot de recherche. La croûte de la planète est fine et se compose de roches basaltiques. L'épais manteau qui entoure le noyau de la planète est composé de silicate, d'oxygène et de quelques autres minéraux. Tu pourrais le comparer à une sorte de dentifrice fait de roches. Le manteau martien est aussi moins imposant que celui de la Terre. Son épaisseur n'est que de 1300 à 1800 km. Quant au noyau de la planète, il est composé principalement de fer, de nickel et de soufre et mesure entre 1400 et 1900 km de large. Ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars ne dispose pas d'un champ magnétique. Malheureusement, ton drone est maintenant perdu dans les profondeurs de la planète rouge. Tu le laisses là et continues ton exploration. Ta prochaine destination est Valles Marineris. Ce nom évoquerait presque une sauce tomate à l'italienne, mais c'est en réalité un immense canyon, ou plutôt un système de canyons, qui longe l'équateur de Mars. Il est tout aussi impressionnant qu'Olympus Mons, plus de 4200 km de long et plus de 6 km de profondeur. Il est tellement vaste qu'il pourrait s'étendre sur l'ensemble des États-Unis, du Pacifique à l'océan Atlantique. Faisons une autre comparaison. L'un des canyons les plus célèbres de la Terre est le Grand Canyon en Arizona. Mais il est 10 fois moins long et environ 4 fois moins profond que le canyon de Mars. Certains scientifiques pensent que Valles Marineris est le bord d'une énorme plaque tectonique. Elle se déplace si lentement que presque rien ne s'est produit dans cette région depuis des millions d'années. Et le mouvement de cette plaque a probablement commencé il y a 3,5 milliards d'années. Bref, la seule chose qu'il reste sur ta liste de choses à faire aujourd'hui est de visiter les lunes de Mars. Elles sont parmi les plus petites du système solaire. Phobos est la plus grande des deux. Elle orbite à seulement 6000 km au-dessus de la surface martienne. Il n'y a aucune autre lune connue qui se déplace plus près de sa planète mère. Elle orbite autour de la planète rouge 3 fois par jour, alors que la seconde lune, Deimos, a besoin de 30 heures pour effectuer son orbite. Phobos se rapproche de plus en plus de Mars, environ 2 mètres tous les 100 ans. D'ici 50 millions d'années, elle s'écrasera sur la planète ou se brisera pour former un anneau autour d'elle. Heureux mais épuisé, tu retournes à ton vaisseau spatial. Demain, tu continueras à explorer la magnifique planète rouge. Et qui sait quelles nouvelles trouvailles t'attendent ? Ah, la Terre, le 3e rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces deux objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre, afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour.
Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud, comme sur Vénus. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront,
et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance.